Alors, la question est très complète. Alors, avant tout, moi, j'invite tous les entrepreneurs à rester optimistes parce que sinon, il n'y a plus d'entrepreneuriat. C'est au cœur de l'entrepreneuriat d'avoir une vision extrêmement positive et autres. La difficulté du chef d'entreprise aujourd'hui, c'est d'être obligé de se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus. Et ça, je dirais que c'est le grand enseignement de l'année 2020. Tout peut arriver, même ce qui vient d'arriver, et que sur un livre, même dans n'importe quel film catastrophe, personne n'aurait osé prévoir. Et donc, c'est planétaire. Cette crise, elle a des répercussions énormes. N'oubliez pas que c'est un traumatisme et que c'est un traumatisme pour les individus et que aussi bien salariés et chefs d'entreprise se retrouvent du même côté pour une fois dans une crise en tant que victime. Généralement, vous le savez très bien, vous accompagnez beaucoup de crises sociales. Il faut toujours un coupable. Là, on a tous trouvé le coupable. Hein. C'est toujours l'État. C'est l'État ou c'est la Chine. C'est souvent les deux. On est dans cette notion-là. Ce que vous évoquez, c'est la croissance n'est pas une fin en soi. Et effectivement, se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus, ça veut dire, oui, il va falloir apprendre à gérer les cycles, à les vivre, il y en aura beaucoup. Je pense que nous vivons nos premières époques de confinement et qu'avec le réchauffement climatique, on entend 4 degrés sur le siècle, c'est nos enfants qui vont en pâtir dans pas mal d'années, nos petits-enfants. Ça signifie qu'effectivement, il y aura peut-être des confinements, mais pour des raisons climatiques. Donc, tout ça fait réfléchir. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je dis que plus que jamais, il faut former. Il faut former parce qu'il n'y a pas de changement sans acteur du changement. Il n'y a pas de transformation sans acteur de la transformation. Le dirigeant est le premier d'entre eux, mais les conseils d'administration doivent accompagner cette notion de transformation. Vous avez également les comités de direction, comités exécutifs qui sont les premiers acteurs du changement et le niveau du dessous. Et donc, dans toute entreprise, quelle que soit sa taille, on a un top 10, un top 30, un top 50, parfois un top 200 quand l'entreprise de la taille de la Société Générale, c'est un top 200 par exemple. Ces gens-là, aujourd'hui, doivent être les moteurs de la transformation. Aude faisait référence tout à l'heure à une introspection. Moi, j'appelle ça, vous connaissez mon goût pour la philosophie grecque, la maïotique. C'est la maïotique socratique, c'est-à-dire qu'on est dans l'art d'accoucher les esprits. L'entreprise doit réfléchir sur elle-même pour pouvoir mieux se projeter. Elle doit réfléchir sur son ADN. Et en fait, tout ça, ça passe par trois questions, hein. Le who, le what et le why. Qui est l'entreprise, ce qu'elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Plus que jamais aujourd'hui, vous allez voir, nous sommes poussés par ces nouvelles générations. La fin des Y et le début et en tout cas le début des Z qui arrivent sur génération Z qui arrive sur le marché du travail. Tout le monde est dans une recherche éperdue de sens, du sens donné à l'action. Aujourd'hui, il faut être dans cette notion-là, mais il ne faut plus être des marins de temps calme, il faut être des marins de la haute mer. C'est la discussion d'ailleurs que j'avais eue à l'origine quasiment de mon école et de mon livre. C'était une discussion avec Nicolas Dufour en janvier 2019 où il me dit comment pourrais-tu réfléchir à ce qu'on ait des dirigeants qui soient vraiment des dirigeants de haute mer. Il faut apprendre la haute mer, il faut se dire que ce n'est pas la dernière crise et il faut avoir l'humilité de croire qu'on ne sait pas gérer les crises. Ceux qui me disent qu'ils savent gérer les crises parce qu'ils sont passés par la crise du Covid, je leur dis, vous vous trompez, vous gérez une crise en ayant de l'hélicoptère monnaie dans tous les sens, des juridictions, une justice d'exception et un accompagnement permanent qui touche quasiment quand même tous les secteurs avec quelques angles morts. Pour avoir géré des crises, arriver dans une entreprise comme nous, un 1er juin qui a déposé son bilan avec 600 000 en caisse pour une entreprise qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires, qui consommait 4 à 5 millions d'euros d'aliments par jour pour nourrir les poulets. Et quand pour la fin du mois, on n'a déjà pas l'échéance de salaire pour les 4000 salariés, c'est comment fait-on, voilà. Et donc, il faut apprendre à être dans l'anticipation. Ça, c'était une vraie crise parce qu'il n'y avait pas d'argent et qu'il n'y a pas un banquier qui va vous donner de l'argent et que personne ne va vous en donner. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, il faut réussir à faire un retour d'expérience. Les militaires sont très forts là-dessus.
ça fait partie de leur procédure de faire systématiquement un retour d'expérience, un retour de mission. Là, il faut faire cette introspection, cette maïotique et se dire sur quoi j'ai été bon, sur quoi je n'ai pas été bon. Et impliquer tout le monde. Il faut embarquer tout le monde dans cette logique de transformation. Ça ne peut pas être du top-down. C'est impulsé par le haut, mais vous savez, Tom Peters disait, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Le changement se fera toujours en interne. Il faut savoir diffuser les idées du changement et les infuser. Moi, je dis, dans ma méthodologie que je décris dans le livre, quand vous avez un top 50, vous les réunissez à la fin d'une journée ou d'une semaine. Chacun doit se rendre propriétaire de 5 actions, de 5 leviers. Fois 50, ça fait 250 leviers pour une entreprise. Et les leviers, on va les valoriser. On va les valoriser en EBITDA, on va les valoriser en BFR, c'est-à-dire en cash. Et puis, on va les suivre et on va les mesurer. On va faire ce qu'on appelle une scorecard, une feuille de route partagée. Et on va embarquer tout le monde dans cette logique du changement. Mais c'est là, et je m'adresse aux avocats en droit social réputés que vous êtes, c'est là où, bien évidemment, le partage de la valeur dont je parlais dans mes grands enjeux contemporains est éminemment important. Parce que les nouvelles générations s'embarqueront par rapport à ça, mais elles s'embarqueront, vous savez, elles ne reconnaissent pas tant l'autorité que l'autorité d'une personne par rapport à ses actions. Et il y a cette quête de sens qui est importante. Donc aujourd'hui, on est à un moment de convergence. Et moi, je le dis, en termes de management, il faut développer le management de la singularité. La singularité, c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise. Et si vous réfléchissez, le management contemporain, il est multiculturel et il est multigénérationnel et il est multi-horizon. Voilà, il faut couper avec le côté monolithique. Quand on est une entreprise familiale, il faut aller chercher du sang neuf à l'extérieur. Quand on est une entreprise d'ingénieurs, il faut aller chercher des gens qui ont fait des écoles de commerce et vice-versa. Arnaud, est-ce à dire que ceux qui se confrontent à la crise, ceux qui réalisent cette introspection, ceux qui prennent conscience de toutes ces transformations qu'ils n'ont pas pu voir, qu'ils n'ont pas su voir, et qui essayent de se transformer, d'évoluer, de tenter de répondre du mieux possible, de tenter de résister à cette nouvelle crise, bien que très aidées, est-ce qu'on peut dire que celles-là, elles sont sauvées, ces entreprises-là? Est-ce qu'il suffit de faire ce travail d'introspection? Est-ce qu'il suffit de se confronter à ses propres réalités de terrain, d'embarquer ses équipes, de trouver les leviers dont vous nous parliez à l'instant pour se considérer comme sauvés par rapport à toutes les autres entreprises dont on peut constater qu'elles attendent, qu'elles regardent un peu les trains passer en se disant, font le dos rond en disant bon, on va attendre cette sortie de crise. Bon. Quels sont les traits communs qu'on peut identifier pour dresser le portrait des entreprises qui vont s'en sortir, celles qui ne vont pas résister? Est-ce que ce sont ces 5 piliers, ces 4-5 piliers dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un élément commun dans tout ça? Quelle est votre position là-dessus? Oui, ça se joue à la fois à l'interne et à l'externe. En interne, c'est tout ce qu'on a dit autour de être capable d'organiser la diffusion et l'infusion avec ces acteurs du changement. C'est être capable d'avoir cette réflexion, cette maïotique sur l'entreprise. Mais ce n'est valable que si je réfléchis par rapport à mon marché et par rapport à l'évolution de mon marché, donc l'évolution de la valeur, en fait. La consommation, si aujourd'hui je suis rentable en fabriquant des moteurs diesel, demain je suis mort en fait, parce qu'il n'y aura plus de moteur diesel. Donc du coup, il faut être capable d'anticiper et d'être visionnaire. Ça signifie apprendre à se comparer et considérer que la concurrence est devenue une compétition. Chaque jour aujourd'hui, vous entendez que la French Tech lève de l'argent. Je trouve que on vit une période extraordinaire. Je ne fais pas partie de ceux qui disent super, on est sauvé, voyons l'économie uniquement par le prisme des startups. Ce que je dis, c'est qu'il y a aujourd'hui une création d'entreprises, une créativité qui est extrêmement importante et que de plus en plus, nos gouvernements successifs sont en train de mettre en place des structures qui puissent les accompagner. Avant, le but, c'était qu'elles puissent devenir des licornes.
On a aujourd'hui les dispositifs, maintenant qu'elles deviennent des décacornes, etc., etc. On voit que c'est en mouvement. Se comparer, si vous voulez, c'est voir ce que font les autres. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Se transformer, ce n'est pas s'adapter, parce que quand on s'adapte aux autres ou à quelqu'un, c'est déjà trop tard, parce que lui-même va continuer à évoluer. Donc, ça veut dire qu'on est en retard quand on s'adapte. L'adaptation, c'est juste un temps pendant la gestion d'une crise. La gestion d'une crise, c'est 4 phases. C'est l'urgence, la crise en tant que telle, comprendre la crise, analyser ses fondamentaux, le run, les affaires courantes, et puis le build, la construction de quelque chose qui va m'éviter d'être faible dès qu'il y a un problème conjoncturel, me renforcer structurellement. Et donc, être capable de, je ne m'adapte pas parce que ce n'est pas la bonne chose, je dois être visionnaire, je dois être mieux que les autres. Et deux, se transformer, ce n'est pas se diversifier. La diversification, c'est ce qu'il y a autour du core business. Ça signifie qu'on peut réussir sa diversification, mais on ne va pas réussir la transformation de son modèle puisque son propre core business va diminuer. Je reprends l'exemple de Solocal. Le digital n'était pas une diversification des pages jaunes, c'était une substitution de canal et de médias par rapport à des annuaires papier qui étaient très utiles pour nous rehausser sur nos chaises quand on cherchait un coussin. Donc, c'est bien le core business que l'on atteint et c'est ça qui est important. Donc, cette vision du marché, et c'est là où je reviens à mon go-to-market, l'expérience utilisateur, c'est là où souvent d'ailleurs les Français doivent faire beaucoup d'efforts. Et je crois surtout que les organisations dont on parle, nous devons aller vers des organisations beaucoup plus agiles et apprenantes. Je parle tout à l'heure du management de la singularité, c'est le seul qui est à même de développer l'intelligence collective. Et l'organisation agile et apprenante, c'est elle qui permet d'évoluer. C'est cette remise en question. Vous évoquiez le Vélib, j'avais mis méthode Kaizen, un point de 15 minutes tous les jours à 13h45 pour vérifier que j'étais bien sur ma feuille de route. 15 minutes, pas 16. Parce que si ça ne tient pas en 15 minutes, c'est qu'on a un problème qui est beaucoup plus gros que ça. Et l'agilité, c'est d'être capable de dire, on pensait que ça aurait un impact, ça en a pas, donc on va faire autre chose. C'est donc être capable de tester, d'être capable d'implémenter, si vous voulez, et puis d'être capable à un moment, se dire, OK, on le fait à plus grande échelle. Et donc, c'est ça, cette agilité qui est nécessaire. Et croyez-moi que quand on arrive à créer, et on l'avait fait, et vous vous en souvenez, quand on avait perdu les subventions européennes pour Doux en janvier 2013, alors qu'on est en plein redressement judiciaire et que c'est 25 millions d'euros et que pour nous, c'est une décision létale, nous ne pouvons que mourir une fois de plus, c'est la deuxième mort de Doux quasiment. Je réunis le top 40. À la fin de la journée, on avait trouvé un plan de 20 millions de compétitivité. On avait généré 14 millions sur l'année, 18 millions en année pleine. C'est à un moment, tout le monde se sent propriétaire de ça. Et c'est le moment où, avec les partenaires sociaux, on a signé d'ailleurs les accords collectifs, et vous vous en souvenez, sur la participation et l'intéressement. Et on m'avait dit, mais Monsieur Marion, cette entreprise n'a jamais été rentable. Et j'avais dit, mais si elle n'est pas rentable, elle ne pourra pas rembourser ses dettes. Il n'y a plus d'entreprise, vous n'avez plus d'emploi. Nous sommes condamnés à être rentables. Et sous ma direction, 2 années sur 3, ils ont touché un intéressement qui fut quand même de 1 mois de salaire à l'époque pour des petits salaires chez Doux, historiquement bien évidemment faibles, avec des métiers malheureusement peu qualifiés, malgré 8 ou 9 critères sur 10 de pénibilité. Donc c'est ça, c'est avoir une vraie vision, se projeter et projeter tout le monde en même temps et faire comprendre que si le collectif a une responsabilité vis-à-vis de chacun, chacun a une responsabilité vis-à-vis du collectif et de contribuer à cette intelligence collective. Arnaud, peut-être, parce que le temps court, deux questions rapides, une question que je poserai et puis Aude posera également une dernière question. Comme vous le savez, nous sommes des avocats de droit du travail, donc de droit social.
notre pratique quotidienne, c'est l'homme dans l'entreprise, dans toutes ses dimensions, si je puis dire. Il y a quelque chose qui, de mon point de vue, me frappe particulièrement dans la gestion de crise, c'est qu'en réalité, le moment de la crise, c'est peut-être le moment où nous avons le plus de démocratie sociale dans l'entreprise. C'est-à-dire le moment où finalement la direction prise par la situation de crise en tant que telle se retourne vers les salariés de l'entreprise et leur demande des efforts qu'ils sont dans la plupart des cas prêts à consentir. Et donc, évidemment, la question que je me pose et que je vous pose, Arnaud, c'est de se dire, mais finalement, cette démocratie sociale, est-ce que une pratique quotidienne de la démocratie sociale, une pratique quotidienne du partage de la connaissance de la situation de son entreprise, de sa capacité à se projeter vers l'avenir, des pistes d'évolution qu'elle pourrait être amenée à explorer, ne serait pas finalement de nature à répondre à ce souci d'anticipation et permettre d'éviter de parler de crise, mais plutôt de parler de transformation et d'accepter même l'idée que l'entreprise se doit d'être dans une transformation permanente et non pas dans une logique de gestion de crise. Donc, une réflexion, votre réaction par rapport à ça en quelques mots, parce qu'il va nous falloir terminer cette interview. Puis ensuite, Aude aura également une dernière question à vous poser. Alors, vous prêchez un convaincu, comme vous le savez, parce que partout où je suis passé, j'ai toujours passé beaucoup de temps dans la discussion avec les partenaires sociaux et que le constat que j'ai fait, c'est que très souvent, dans les mêmes erreurs auxquelles je fais allusion dans mon titre, précisément, c'était un manque de dialogue social et de transparence. Je pense que la seule vraie façon de travailler avec les partenaires sociaux, c'est d'avoir une transparence. Moi, je me faisais les mêmes présentations dans mes comités d'entreprise que dans mes conseils d'administration, parce qu'ils méritent d'avoir le même niveau. Et je n'ai jamais eu un seul problème dans le secret des affaires. Jamais, jamais, jamais sur ce terrain-là. Ils avaient le droit de ne pas être d'accord, on avait le droit de ne pas être d'accord. Mais justement, je pense que c'est là où le chef d'entreprise, souvent, se trompe. Il se trompe de débat. Le dialogue social, c'est un dialogue au sens socratique. Ça ne veut pas dire que deux parties sont d'accord, mais ça veut dire qu'il y a un dialogue. Le but, et moi je le dis toujours à mes syndicalistes, à mes représentants du personnel, on n'a jamais dit qu'on devait être d'accord. Ce qu'on a dit, c'est qu'on devait échanger et tenir compte des points de vue des uns des autres. C'est éminemment important d'avoir cette démocratie sociale, ce dialogue, cette transparence et de prendre, vous savez, nous les dirigeants, finalement, on est beaucoup plus éphémères que les syndicalistes dans les entreprises qui sont souvent là sur le temps long. Et je pense aussi à leurs experts, les CECAFI ou les Syndex, qui accompagnent brillamment ces entreprises. Moi, j'adore leur rapport parce que je comprends tout. Et vous savez très bien qu'ils sont nos porte-voix, c'est-à-dire pas les porte-voix de la direction, mais en tout cas, ils sont les porte-voix d'une stratégie de la direction. Donc, ils participent à une très bonne information. Les partenaires sociaux, il faut les aider à donner la bonne information aux salariés. Et on arrive, vous parlez effectivement, vous êtes dans cette notion de prospective et de prévision. Pourquoi la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois, des carrières, etc., est si peu utilisée? À chaque fois que je suis arrivé, il n'y a jamais eu d'accord GPEC et moi j'en ai toujours conclu. Parce que c'est un outil qui est absolument fantastique, qui est prospectif. On peut projeter les gens qui veulent partir, on peut projeter ceux qui vont partir à la retraite, on peut s'occuper du renouvellement des générations, de l'apprentissage, de tout ce cycle permanent dont l'entreprise a besoin. Et donc, je pense que ce n'est pas de la perte de temps, le dialogue social. Vous avez souvent les dirigeants qui sont tétanisés. Moi, à chaque fois que je suis arrivé, on m'a dit bon, il faut essayer de les virer. Il n'y a aucune raison de virer. D'abord, ça ne se vire pas parce que ce sont des postes attribués au-delà des personnes et que finalement, les grandes gueules, on en a tous connu dans nos entreprises et autres. Moi, je les aime beaucoup parce que ces grandes gueules, ce sont aussi des grandes gueules qui savent se battre pour leur entreprise quand l'entreprise va mal. Donc, les bonnes habitudes que l'on prend parce qu'on est contraint de le faire dans un environnement de restructuration, il faut les garder sur le temps long
Et moi, je dis, n'envoyez pas les DRH dans les comités d'entreprise, envoyez non seulement les dirigeants, mais les comités de direction. Le directeur industriel, il doit se confronter à ceux qui vont rapporter les sujets du terrain. Le directeur commercial, c'est à lui de rendre des comptes sur pourquoi il a moins vendu ou autre. Et là, croyez-moi, ça change la donne parce que vous savez, les grandes réflexions dans les CODIR ou les COMEX de dire ils nous embêtent, ils ne comprennent rien, etc. Ils disent plus ça après. Et donc, moi, je suis pour ce pragmatisme-là. La gouvernance de l'entreprise doit être le miroir du CSE et des organes sociaux des entreprises. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions et c'est vrai que j'ai envie de finir sur une note optimiste parce que finalement ce qui ressort de nos échanges ce matin, c'est que cette crise du Covid, c'est pour beaucoup une chance, une opportunité et au sens noble du terme, pas une opportunité pour les opportunistes, une opportunité pour ceux qui veulent se confronter à leur réalité et qui ont envie de recentrer leurs priorités, d'aller vers plus de démocratie sociale, de profiter d'un moment de dialogue social de plus grande qualité. Et puis, une fois qu'ils ont recentré leurs priorités, ils seront nécessairement plus forts pour attaquer la sortie de cette crise, mais comme la sortie des crises d'une manière générale. Et de manière anecdotique, ça m'a amusé alors que je ne suis pas totalement fluente, de prendre connaissance de la traduction en chinois du terme crise. Et c'est vrai que, Arnaud, vous allez peut-être pouvoir nous rappeler, et ce n'est pas un piège, hein, comment on dit crise en mandarin? Oui, c'est Weiji, c'est-à-dire ces deux idéogrammes, c'est à la fois danger et opportunité. Et effectivement, c'est ce qu'il faut voir. Et le but des transformations et de la gestion de crise, c'est de rendre l'entreprise résiliente, amortir les chocs. Mais moi, je vais un pas plus loin, au sens de Nassim Nicolas Taleb, antifragile, une réponse convexe au choc. Je me renforce avec un choc. Et c'est ce qu'il y a dans cette notion du Weiji. Et pour ça, et permettez-moi d'avoir ce mot de la fin, c'est important aussi que les chefs d'entreprise se fassent entourer de spécialistes. À chaque fois qu'on a envoyé un spécialiste d'un secteur gérer une crise, ça s'est mal passé parce que sa bande passante, elle est absorbée par les difficultés. Donc, il faut savoir répartir les choses. Le chef d'entreprise doit continuer à s'occuper le plus possible de son business et de le faire tourner pour ne pas créer une crise dans la crise 6 mois ou 12 mois après, premièrement. Et donc, ça signifie qu'il faut qu'il ait des spécialistes autour de lui. Moi-même, et pourtant, vous savez que je connais bien ces sujets-là, je prends toujours des avocats spécialisés. On a besoin de spécialistes. Et notamment en matière sociale, vous êtes les seuls à pouvoir faire évoluer aussi les organisations vers cette intelligence collective, vers des organisations qui sont apprenantes et agiles, et à faire comprendre que le dialogue social, ce n'est pas une perte de temps, mais qu'au contraire, que tout le monde va y gagner et que c'est comme ça qu'on va se renforcer parce que la résilience, tout le monde a y gagné et les salariés en premier parce que la résilience et l'antifragilité, c'est ce qui permettra de développer, de garder les emplois d'aujourd'hui et peut-être de développer les emplois de demain. Merci Arnaud. Peut-être moi également un mot de conclusion. Ce qui m'a frappé dans vos propos et dans votre livre, c'est l'importance que vous consacrez à la philosophie. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce qu'en réalité, lorsque l'on est confronté à une situation de crise, quelle qu'elle soit, on a besoin, et vous l'avez évoqué, on a besoin de retrouver du sens aux choses. Et le discours philosophique, c'est un discours qui permet de rechercher, peut-être pas nécessairement de trouver toujours la solution d'ailleurs, mais de rechercher du sens aux choses que nous faisons. Vous avez évoqué le discours socratique à plusieurs reprises, le débat, la richesse du débat. Et donc, moi, j'invite en réalité les chefs d'entreprise, peut-être d'ailleurs par l'intermédiaire des cours que vous délivrez à l'IHEGC, d'avoir aussi cette réflexion qui, en phase de crise, doit consister à s'élever dans une certaine mesure, à sortir la tête de l'eau, à sortir la tête de ces problèmes quotidiens auxquels on est confronté
pour essayer de se dire c'est le moment de me donner une vision, de me donner une dimension et de repenser en quelque sorte complètement mon organisation. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans la réflexion, il n'y a pas qu'une réflexion technique, voire technocratique dans l'approche des choses, mais au contraire, une vision qui est une vision plus globale de l'entreprise et du sens que l'entreprise se doit de se donner à elle-même et le sens qu'elle doit donner aux acteurs qui en font partie, à savoir les dirigeants et les salariés. Merci encore Arnaud pour cet entretien extrêmement riche. Et puis, à très bientôt sans doute. Il faut absolument qu'on poursuive effectivement nos échanges sur ce thème que nous aimons tant. Il faut retrouver l'art de la conversation. Voilà. Et c'est ce qui permettra aux chefs d'entreprise d'évoluer. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Merci à Vaughan, merci Aude, merci Bruno. Ravi de vous avoir retrouvé. À très bientôt. Arnaud. Merci Arnaud. Au revoir. Au revoir.